Bonjour à tous, avant de commencer cette présentation sur le recalage conjoint de données de cartographie mobile et de modèles 3D de bâtiments, je tiens à remercier tout le monde ici présent, l'IGN, l'équipe Matisse, mes directeurs de thèse Nicolas Paparoditis, Bruno Vallée et mon encadrant Baman Soelian, et bien évidemment les membres du jury pour leur temps et leur expérience. Voici le plan de ma présentation. Tout d'abord, je ferai une petite introduction, un état de l'art sur mon sujet, une section modélisation et propagation des incertitudes, un thème important dans ma thèse, la méthodologie globale pour recaler conjointement nos données en utilisant bien sûr les incertitudes, les expériences virtuelles que nous avons effectuées, et enfin conclusion et perspective. Dans l'introduction, je parlerai du contexte général, présenterai les données, la problématique et l'objectif de la thèse. L'IGN travaille dans le domaine des SIG, des sciences de l'information géographique. Il a pour but de décrire la surface du territoire français et est expert dans les domaines de la photogrammétrie, l'imagerie et la cartographie. L'IGN dispose d'une quantité de données hétérogènes qui proviennent de différents capteurs. On a des images satellitaires aériennes terrestres, des nuages de points laser terrestres fixes, terrestres mobiles et aériens. Et l'IGN dispose également de modèles vecteurs 2D ou 3D, satellitaires, aériens et terrestres. Les capteurs scannent généralement l'environnement selon différents points de vue, différents niveaux de détail et différentes précisions spatiales. Les données hétérogènes disposent chacune de leur propre géoréférencement et leurs propres erreurs allant du centimètre au mètre. In fine, les différents jeux de données d'une même zone ne coïncident pas. Le travail présenté ici s'intéresse plus particulièrement au problème de recalage de données de cartographie mobile et de modèles 3D de ville. Les modèles 3D de ville sont généralement composés de toits, façades planes et sols seulement. Ils disposent à la fois d'une géométrie simplifiée et imprécise. Donc les modèles 3D sont importants pour différentes applications telles que la navigation, la robotique, le patrimoine et le tourisme virtuel, etc. Le site IGML définit 5 niveaux de détail, c'est ce qu'on appelle les LOD. Le LOD 0, c'est l'empreinte du bâtiment seulement. Le LOD 1, les bâtiments sont représentés sous forme de pavés droits. Le LOD 2, la structure des toits, généralement polyédrique, est représentée. Le LOD 3, les superstructures de toit et les éléments de façade sont modélisés. Et le LOD 4, l'intérieur des bâtiments est modélisé. L'IGN souhaite passer du LOD 2 au LOD 3, donc le LOD 2 est le niveau de détail actuel à l'IGN. Et le LOD 3 est le niveau de détail souhaité par l'IGN. Donc une des solutions serait d'enrichir les façades de bâtiments en utilisant des données mobiles terrestres et des modèles 3D de type LOD 2 pour obtenir des modèles plus détaillés, mais là sans superstructure de toit. On peut bien évidemment enrichir les toits des bâtiments, comme dans les travaux de Brétif, mais cela n'entre pas dans le cadre de notre étude. Les nuages de points laser 3D denses terrestres mobiles, eux, sont acquis avec un véhicule de cartographie mobile nommé Stereopolis qui embarque de nombreux capteurs, dont le capteur laser Rigel VQ250. C'est un scanner laser de type balayage plan, donc on a une illustration ici d'un nuage de points laser fonction de la réflectance qui a été acquis avec ce type de capteur. Donc ces données laser sont géoréférencées avec un système de localisation regroupant une centrale inertielle, des GPS, un odomètre, donc idéalement la précision est centimétrique. Néanmoins, certains problèmes surviennent en milieu urbain, comme les masques GPS lorsque le signal est perdu et les multitrajets, ce qui entraîne des erreurs de géoréférencement. Donc la problématique est simple, nous avons des modèles 3D de ville présentant des erreurs et des nuages de points laser présentant un géoréférencement perturbé en milieu urbain. Et lorsqu'on essaie de superposer ces différents jeux de données d'une même zone, les données ne coïncident pas. Comment faire? C'est l'objectif de la thèse. L'objectif de la thèse, c'est de développer une méthode pour recaler conjointement un scan de cartographie mobile et un modèle 3D. Donc comment faire? En réestimant tout simplement la trajectoire du véhicule et le modèle 3D de façon à minimiser l'écart entre le nuage de points laser et le modèle 3D. Quelle innovation importante? Ici, ça va être la gestion des incertitudes à tous les niveaux de la chaîne de traitement. Et pourquoi? Comme je l'ai dit, pour enrichir les modèles 3D de ville pour tendre vers des niveaux de détail de type LOD 3. Dans l'état de l'art, je parlerai du recalage en milieu urbain, des travaux de Fabrice Monnier qui a ouvert la voie au problème de recalage laser modèle 3D, ainsi que son algorithme ICP adapté au milieu urbain, et enfin je détaillerai notre approche scientifique et la stratégie adoptée.
Le recalage en milieu urbain est un domaine en pleine expansion. Souvent, les méthodes développées utilisent des données du même type, laser comme Patak, Brenner, Grant, Hahn, Friedman et Bruno Vallée. Par exemple, ici, les travaux de Bruno Vallée recalent un nuage de points laser terrestre mobile en orange-violet et un nuage de points aéroportés. Certains auteurs utilisent des images pour recaler des nuages de points laser, comme Swart et Millet en 2016. Fabrice Monnier a ouvert la voie au problème de recalage laser modèle 3D. Le but étant ici d'enrichir les façades de bâtiments des modèles 3D de type LUT 2. Notons qu'à part les travaux de Fabrice Monnier, très peu d'études ont été faites dans le domaine du recalage laser modèle 3D. Dans ses travaux, Fabrice Monnier décrit deux méthodes distinctes de recalage non rigide basées sur une technique ICP ou Iterative Closest Point. Donc la première méthode, c'est de mettre en cohérence le nuage de points laser sur le modèle 3D en améliorant la localisation du véhicule. Et la deuxième méthode, c'est le contraire, c'est de mettre en cohérence le modèle 3D sur le nuage de points laser en déformant le modèle 3D. Comme on peut voir, il y a plusieurs façons de faire et ces deux méthodes ne sont pas les seules. Un état de l'art sur l'ICP et ses variantes peut être trouvé dans l'article de Gelfand. Donc l'idée directrice est de décomposer la méthode de recalage en deux sous-méthodes. Une méthode d'appariement des données, qui consiste à créer des paires entre les données des deux ensembles, et une méthode d'optimisation qui tend à minimiser la distance entre les éléments associés. Et on appelle ICP le fait d'itérer ces deux sous-méthodes. Une fois le recalage terminé, on utilise les travaux de Desmanquet pour reconstruire la géométrie des façades du modèle 3D à partir des données LIDAR. Notre approche scientifique s'articule autour de deux axes, la modélisation et la simulation. La modélisation, c'est avant tout chercher à comprendre ce qui se passe. Un problème bien posé permet d'aboutir à des résultats concrets. Les mathématiques nous servent ici à transcrire un problème de nature quantitative. Donc pour cela, des outils ou travaux sont disponibles pour résoudre ces problèmes partiellement ou complètement. Une fois la modélisation effectuée, nous faisons des simulations. Ce sont des expériences virtuelles sous ordinateur où l'on teste différentes configurations. J'utiliserai des jeux de données parfaitement contrôlés pour réaliser les simulations. On a le contrôle complet de la situation, ce qui est satisfaisant. Et enfin, je pourrai valider, proposer des pistes d'amélioration ou infirmer notre méthode. La stratégie adoptée, donc nous avons des données en entrée, nous allons modéliser et propager les incertitudes sur les données en entrée en explicitant les observations qui ont une importance critique ou secondaire. Nous utiliserons une méthode générique découlant d'un cas particulier de la méthode de Gauss-Helmert qui consiste en la résolution d'un système d'équations liant les observations pour recaler simultanément ou conjointement les données. Nos travaux s'inscrivent dans la continuité des travaux de Fabrice Monnier. On divise le problème en deux, une méthode d'appariement et une méthode d'optimisation sous contrainte. L'étape d'optimisation sous contrainte nécessite d'inclure les incertitudes en entrée pour pouvoir les propager en sortie. Une fois les données recalées, nous vérifierons si les incertitudes en sortie sont correctes. Maintenant, je vais présenter comment je modélise et propage les incertitudes sur les données en entrée. Il n'y a de science que du mesurable, écrivait le célèbre physicien Lord Kelvin. Mesurer est une activité fondamentale dans le milieu de la recherche. Toute validation théorique d'un phénomène physique passe par la mesure de ses effets. Il est nécessaire, si l'on souhaite avoir une démarche scientifique, de prendre en compte l'incertitude de la mesure. Mesurer une grandeur n'est donc pas simplement rechercher la valeur d'une grandeur, mais aussi lui associer une incertitude afin de garantir la fidélité ou la qualité de la mesure. Garantir et maintenir la confiance envers les mesures résultant de processus de mesure entre dans le domaine dit de la métrologie. Et l'incertitude dans tout ça, ça va être l'intervalle de valeur probable d'une grandeur x où on a un taux de pourcentage élevé de trouver la valeur vraie. Les incertitudes sur les données cartographiques sont de plus en plus présentes, comme en témoignent les travaux de Laurent Carafa, qui fait de la reconstruction de surface combinant lidar aérien et mobile terrestre, en prenant en compte les incertitudes, les travaux de Shaoji, qui prend en compte l'incertitude dans l'estimation de pose et des amerres visuelles, et enfin, Sohailian, qui fait de la reconstruction de panneaux circulaires avec estimation de l'incertitude. Donc je vais définir quelques termes que j'utiliserai dans la suite de cette présentation. La valeur vraie, c'est la valeur que l'on obtiendrait si la mesure était parfaite. L'erreur de mesure, c'est une valeur mesurée moins une valeur de référence. Elle a trois origines, instrumentale, humaine et les conditions d'expérimentation.
Je vais nommer observation des grandeurs mesurables, donc chaque observation est accompagnée directement de son incertitude, contrairement aux paramètres qui sont des grandeurs non mesurables et dont on ne connaît pas directement les incertitudes. Il est nécessaire de les calculer à l'aide de la technique de propagation des incertitudes. Il existe un lien entre observation et paramètres. Les paramètres peuvent s'écrire comme fonction des observations. La modélisation, c'est le processus par lequel on produit un modèle, c'est-à-dire une représentation théorique souvent mathématique proche de la réalité. Et lorsqu'une ou plusieurs observations sont utilisées pour obtenir la valeur d'un paramètre, donc par l'intermédiaire d'une formule fonction des observations, il faut savoir déterminer l'incertitude induite sur le résultat de la formule, donc sur les paramètres. On parle alors de propagation des incertitudes. Pour ce faire, il est nécessaire 1. De connaître le processus de création des données et 2. D'identifier les sources d'incertitude des données. C'est ce qu'on va faire par la suite. Le processus de création du nuage de points laser terrestre mobile. Donc, afin de générer un nuage de points laser dans le repère monde à partir des données brutes enregistrées par les capteurs, 3 changements successifs de repères sont nécessaires. Le repère scanner laser, le repère de la centrale inertielle ou aussi appelé repère INS ou repère véhicule, et le repère monde où les coordonnées des points sont exprimées dans un repère commun ou absolu, ici à l'échelle de la France. Un changement de repère implique une rotation plus une translation. Donc l'expression d'un point laser dans le repère scanner laser est donnée par l'équation suivante. On applique une rotation à ce point plus une translation et on obtient le point dans le repère de la centrale inertielle. Avec RC ici la matrice de rotation constante permettant de passer du repère scanner laser vers le repère INS. Et TINS LIDAR ici représente le vecteur de l'origine du repère de la centrale inertielle vers l'origine du repère du scanner laser. On applique à nouveau une rotation à ce point plus une translation et on obtient le point dans le repère monde, avec R ici la matrice de rotation permettant de passer du repère INS vers le repère monde, et T ici est la position du véhicule dans le repère monde. Donc si on développe l'expression d'un point laser dans le repère monde, on obtient l'expression suivante. On comptabilise 18 observations, ce qui implique 18 sources d'incertitude. On divise ces incertitudes en 3 catégories. Les incertitudes du scanner laser avec la position du centre du miroir, les coordonnées sphériques du point laser, les incertitudes de calibration avec les angles de rotation et de translation permettant de passer du repère scanner laser vers le repère INS, et les incertitudes de navigation avec la position et l'orientation du véhicule. A noter que la plus grande source d'incertitude dans le nuage de points laser est la trajectoire du véhicule de cartographie mobile. Donc maintenant, nous pouvons propager les incertitudes en utilisant la formule de Gauss-Helmert. La forme générique du modèle de Gauss-Helmert présenté par Vaníček consiste en la résolution du système d'équations suivant. On a une fonction qui dépend des paramètres estimés et des observations estimées qui est égale à 0. Ce qui correspond dans notre cas à l'expression des paramètres moins l'expression des observations qui est égale à 0. On linéarise l'équation 1, ce qui nous donne l'équation 2, avec A et B qui sont les matrices des dérivées partielles par rapport aux inconnus et aux observations. Delta chapeau et R chapeau sont les vecteurs des corrections des inconnus et des observations, et W ce qu'on appelle le misclosure vector. Dans notre cas, la loi de propagation des incertitudes se résume à l'expression suivante, avec la matrice de variance-covariance CPI du point donc des paramètres qui est égale à B, CR, B transposé. CR est la matrice de variance des observations. On suppose que les observations sont indépendantes entre elles. À partir de cette matrice de variance-covariance, on calcule les valeurs propres et les vecteurs propres pour construire des ellipsoïdes d'incertitude. Donc voici des ellipsoïdes d'incertitude sur des jeux de données, donc des données réelles, affichés tous les 100 points, tous les 150 points et tous les 300 points. Maintenant, les sources d'incertitude du modèle géographique 3D. Donc les principales incertitudes présentes dans la base de données proviennent 1. Des résidus de l'ajustement de faisceau sur l'orientation des images, utilisés pour créer la base de données.
À noter que les résidus de l'ajustement de faisceau ne sont pas préservés lors de la chaîne de production des modèles 3D. 2. Des différentes saisies manuelles par les opérateurs. Il est difficile d'ailleurs de connaître cette incertitude qui dépend des opérateurs, mais l'expérience montre qu'elle est en général inférieure au pixel, c'est-à-dire 30 cm pour les images ayant généré notre modèle 3D. 3. Donc la limite des bâtiments dans la base de données provient de la saisie des bâtiments dans les images. En aérien, cette saisie se fait au niveau des gouttières, lesquelles ne sont pas forcément alignées avec les plans porteurs de façade. Cette incertitude est généralement nulle sur les immeubles, mais peut aller jusqu'à 1 mètre dans certains cas. Tous ces éléments font qu'il est difficile de propager les incertitudes sur le modèle 3D, donc nous allons modéliser simplement les incertitudes sur le modèle 3D. Donc nous décidons de mettre une incertitude en XY par bloc de bâtiment ici pour traiter le problème global de géoréférencement, de mettre une incertitude par façade le long de la normale pour modéliser l'écart entre la limite de gouttière et le plan de façade. Un troisième type d'incertitude, donc nous avons choisi de découper les façades en bandes verticales à rectangulaires de largeur constante et de mettre une incertitude par bande le long de la normale pour modéliser ici le relief des façades. Maintenant, je vais présenter la méthodologie globale pour recaler conjointement nos données en utilisant et propageant les incertitudes. Donc, notre positionnement sur le sujet. Donc, la méthode doit s'appliquer potentiellement à différents véhicules de cartographie mobile, à condition bien sûr de disposer d'une bonne orientation du véhicule, à différentes bases de données. Donc, la méthode doit aussi être efficace, elle doit retrouver les dérives non linéaires des nuages de points laser et les dérives du modèle 3D. Elle doit également exploiter les incertitudes dans le processus de recalage et les propager sur le produit final. Et enfin, la méthode doit aussi être adaptable. Elle doit pouvoir intégrer aisément de nouvelles informations lorsqu'elles sont disponibles pour pouvoir estimer plus finement les dérives. Donc les différentes étapes de la méthode de recalage conjoint, nous avons une étape d'appariement et une étape d'optimisation. L'étape d'appariement comprend petit 1, la sélection des différentes primitives, petit 2, la sélection des appariements candidats. Petit 3, l'acceptation et ou le rejet des appariements candidats. Donc ces trois parties nous servent à construire un système de contraintes à minimiser que nous utiliserons dans l'étape d'optimisation qui inclut la propagation des incertitudes. Donc petit 1, la sélection des différentes primitives. Donc l'objectif ici est d'apparier les plans de façade, donc ça va être plus précisément les bandes du modèle 3D, avec les façades du nuage de points laser. Donc dans le modèle 3D, les plans de façade sont connus directement. Pour chaque primitive de la base de données, nous savons s'il s'agit ou non d'une façade, contrairement au nuage de points laser, où nous ne savons pas quels sont les points appartenant à une façade ou non. La sélection des points de façade se fait grâce à un descripteur géométrique local adaptatif calculant chaque point du nuage, donc le but étant d'analyser la géométrie locale au voisinage d'un point laser en utilisant une analyse en composantes principales. Donc le descripteur introduit par démanqué décrit à quel point le voisinage du point est plan et vertical. Donc petit 2, donc l'appariement des points de façade qui ont été sélectionnés précédemment aux bandes du modèle. Donc nous utilisons une technique de lancer de rayon. Un point de façade est apparié à une bande seulement si elle est intersectée par le rayon R. Donc là, on a eu une illustration d'un lancer de rayon sur des données réelles. A noter que nous utilisons une structure de type cadétrie pour accélérer les temps de calcul. Donc l'acceptation et ou le rejet des appariements. Donc l'objectif ici est d'éliminer le maximum de mauvais appariements. Donc l'acceptation des appariements candidats est régie par les critères suivants. Petit 1, si la distance d euclidienne orthogonale d'un point laser à la primitive appariée est inférieure à un seuil de distance d max qui dépend directement des incertitudes sur les données et d'une probabilité minimale pour valider l'appariement d'un point à une façade. Et petit 2, si le produit scalaire de la normale à la façade et le vecteur unitaire directeur du rayon laser est inférieur à 0, donc pour ne pas associer un point laser à la primitive d'en face au sein d'une rue ou d'un bâtiment lui-même. Donc chaque ensemble de points de façade ES est apparié à une bande S du modèle 3D.
Donc l'étape d'optimisation, nous allons définir un ensemble d'observations L à estimer, de sorte à ce que les points du nuage appartiennent aux façades du modèle, ce qui va s'écrire comme un système d'équations liant les observations. Donc le but étant de minimiser la distance de chaque ensemble de points EI à la bande appariée I. Donc dans la réalité, les façades ne sont pas parfaitement planes, on ne pourra pas assurer la stricte appartenance de chaque point au plan de façade. Donc pour prendre en compte ce niveau de détail qui est présent dans les données laser, mais pas dans le modèle 3D, le choix que nous avons retenu est de découper les façades en bandes verticales, d'estimer un plan vertical à partir de tous les points appariés à chacune de ces bandes, et d'apparier ce plan à la bande, soit une contrainte par bande. Donc la méthode d'optimisation est basée sur un cas particulier de la méthode de Gauss-Elmert, qui prend en entrée un vecteur des observations L, sa matrice de variance-covariance des observations CLL, donc les incertitudes, une fonction coût dépendant des observations, et elle nous fournit en sortie les observations réestimées, L chapeau, ainsi que sa matrice de variance-covariance des observations réestimées, CLL chapeau. Donc choix des observations, donc maintenant on se pose la question de savoir quelles sont les observations que nous allons réestimer, donc choisir dans les données. Donc pour le nuage de points laser, je l'ai déjà dit, nous allons réestimer la trajectoire du véhicule de cartographie mobile, puisque c'est la plus grande source d'incertitude dans le nuage de points laser. Et pour le modèle 3D, puisque j'ai défini 3 types d'incertitudes, on aura 3 types d'observations. Les translations sur les blocs de bâtiments, en planimétrie, les translations sur les façades et les bandes le long de leur normale. Donc choix des observations sur la trajectoire du véhicule. Bien que la trajectoire soit donnée à 100 Hz, nous n'allons l'échantillonner qu'à 1 Hz afin de limiter le nombre de variables et donc la taille du système. De plus, nous allons chercher à réestimer ces positions en planimétrie. Donc pour simplifier le travail, nous avons appareillé les points de façade aux façades du modèle, mais la méthode s'étend facilement aux appareillements des points de sol au sol du modèle, auquel cas il serait possible de réestimer l'altitude de la trajectoire. Une fois que nous avons déterminé nos positions à 1 Hz, nous pourrons calculer les positions à 100 Hz par interpolation linéaire en utilisant la formule suivante. A noter que les positions successives ne sont pas indépendantes, donc le système utilise les accélérations mesurées par l'INS pour estimer les positions. C'est pour ça que nous avons proposé une formule pour calculer les éléments IJ des matrices de variance-covariance des positions successives dans les directions X et Y, qui dépendent des incertitudes sur les positions, des pas de temps et des incertitudes sur les vitesses. Choix des observations et incertitudes sur le modèle 3D. Donc nous avons des observations en translation sur les blocs de bâtiment, sur les façades et sur les bandes. Donc nous supposons qu'il s'agit ici de variables gaussiennes indépendantes d'écart type sigma b pour les blocs de bâtiment, sigma f pour les façades et sigma s pour les bandes. Nous supposons également que les incertitudes sont identiques entre observations du même type. Donc nous avons défini notre vecteur des observations qui concatène les observations sur la trajectoire dans la direction X, dans la direction Y, sur les blocs de bâtiment dans la direction X, dans la direction Y, sur les façades, les bandes, ainsi que sa matrice de variance-covariance, donc les incertitudes. Il ne reste plus qu'à définir notre fonction coût. Donc la fonction coût à minimiser est donnée par l'équation suivante. Elle représente la somme des distances orthogonales signées des points laser à la bande appariée. Donc pour un ensemble de points laser ES associés à une bande, on a une contrainte de la forme suivante. Maintenant, je vais présenter les expériences virtuelles que nous avons effectuées. Tout d'abord, nous avons travaillé sur des jeux de données complètement contrôlés. De plus, travailler sur des données présentant un niveau de détail si différent peut engendrer des difficultés d'interprétation. Donc nous avons créé un nuage de points laser simplifié, parfaitement positionné sur le modèle 3D et de même niveau de détail que notre modèle 3D pour disposer d'une vérité terrain. Donc en 1, on crée un nuage de points laser simplifié, parfaitement positionné sur le modèle 3D. En 2, on perturbe volontairement les données, que ce soit la trajectoire du véhicule de cartographie mobile,
les blocs de bâtiment, les façades ou les bandes. Et enfin, en 3, nous recalons et évaluons notre méthode en utilisant notre vérité terrain. Donc la création d'un nuage de points laser parfaitement positionné sur le modèle 3D est relativement simple. Nous effectuons un lancer de rayon sur les primitives triangulaires de la base de données. Au temps t de la trajectoire, un rayon est lancé dans la scène. Si celui-ci intersecte des primitives triangulaires, la plus proche est sélectionnée. Et l'intersection entre le rayon et la primitive en question définit un nouveau point. Donc on obtient notre vérité terrain, donc un nuage de points parfaitement positionné sur le modèle 3D et de même niveau de détail. Donc pour chaque nouveau point construit, on sauvegarde les identifiants du bloc de bâtiment, de façade et bande, nous permettant ainsi de connaître nos appareillements parfaits. Donc une fois notre vérité terrain construite, nous perturbons volontairement les données, que ce soit la trajectoire du véhicule de cartographie mobile, en faisant un tirage aléatoire gaussien de variance-covariance CTT, sur le modèle 3D, donc au niveau des blocs de bâtiment, en faisant un tirage aléatoire gaussien indépendant en X et Y des quarts type sigma B, au niveau des façades et bandes, en faisant des tirages aléatoires gaussiens indépendants des quarts type sigma F et sigma S. Donc maintenant, on définit les métriques pour évaluer notre méthode. Donc la question qu'on se pose, c'est peut-on faire confiance aux incertitudes fournies par notre méthode? Donc avant même de faire nos simulations, nous nous sommes mis d'accord pour dire chercher à valider les incertitudes estimées par la méthode revient à vérifier que la distribution des résidus normalisés suit une loi normale, centrée et de variance 1. Donc on définit un résidu normalisé d'une observation comme étant le rapport entre l'erreur observée et l'écart type fourni en sortie par notre méthode. Donc on résume tout ceci par des indicateurs. Donc les indicateurs de la distribution des résidus normalisés sont les suivants. La moyenne doit être proche de 0, l'écart type proche de 1, et les valeurs des résidus normalisés doivent être comprises dans un intervalle -3, 3. On a également utilisé le test de Shapiro-Wilk pour évaluer la normalité des données lorsque le nombre d'observations est faible, donc c'est-à-dire inférieur ou proche de 50 observations. Donc nous avons utilisé ce test spécifiquement pour les observations sur les blocs de bâtiment et la trajectoire. Donc ce test nous dit ceci. Les données observées peuvent être considérées comme normalement distribuées lorsque la valeur de P calculée par le test de Shapiro-Wilk est supérieure au seuil alpha égale 5%. Donc si P est supérieur à 5%, la distribution est normale, sinon elle ne l'est pas. Donc maintenant, je vais présenter 5 simulations pour évaluer justement notre algorithme de recalage qui utilise des appareillements parfaits. Donc première simulation, on fait un recalage avec de forts écarts types sur la trajectoire. Donc ça veut dire qu'on va perturber fortement la trajectoire du véhicule de cartographie mobile, de l'ordre de 2 mètres, et très faiblement les autres types d'observations. Deuxième simulation, un recalage avec seulement de forts écarts types sur les blocs de bâtiment. Donc là aussi, on perturbe seulement fortement les blocs de bâtiment, de l'ordre de 2 mètres, et très faiblement les autres types d'observations. Troisième simulation, donc on fait un recalage avec de forts écarts types sur les façades seulement. Donc là aussi, on perturbe fortement les façades et très faiblement les autres types d'observations, de l'ordre du centimètre. Quatrième simulation, un recalage avec de forts écarts types sur les bandes. Donc là aussi, on perturbe fortement les bandes, de l'ordre de 2 mètres, et très faiblement les autres types d'observations. Et à la fin, on fait un recalage avec des écarts types un peu plus réalistes. Donc on va perturber l'ensemble des observations, donc de l'ordre d'1 mètre pour les blocs de bâtiment, de 50 cm pour les façades et 30 cm pour les bandes, et pour la trajectoire 1 mètre. Donc première simulation, donc on perturbe fortement la trajectoire du véhicule de cartographie mobile en planimétrie de l'ordre de 2 mètres. Donc ceci simule un cas où les modèles 3D sont beaucoup plus précis que la trajectoire et font donc référence. Ce qui peut être le cas
dans certaines villes qui ont investi dans des modélisations subdécimétriques, alors que les centrales inertielles peuvent dériver de plusieurs mètres dans les pires des cas. Donc là, on peut voir un modèle 3D qui a été faiblement perturbé de l'ordre du centimètre et un nuage de points laser fortement perturbé de l'ordre de 2 mètres, puisque nous avons perturbé en moyenne la trajectoire de 36 cm en X et plus de 2 mètres en Y. Donc là, on a les données laser et modèle 3D après recalage à droite, et à gauche, on a la trajectoire du véhicule après recalage. Donc on peut voir en bleu la trajectoire originale, notre vérité terrain. En rouge, on a la trajectoire qui a été fortement perturbée, et en vert, la trajectoire qui a été parfaitement recalée au centimètre près. Donc si on trace les distributions des résidus normalisés par type d'observation, ce qu'on constate, c'est que les moyennes sont proches de 0, sauf sur la trajectoire, on constate un biais dans les deux directions. De plus, le test de Shapiro-Wilk nous indique, dans le cas de la trajectoire dans la direction Y, que la distribution ne suit pas une loi normale. Ces biais et plus généralement la non-normalité des données viennent du fait que les positions successives du véhicule ne sont pas indépendantes. On peut rajouter que les écarts-types sont toutes inférieures à 1 et que les intervalles de confiance sont compris entre -3 et 3. Deuxième simulation, maintenant sur les blocs de bâtiment. Donc ceci simule un cas où les modèles 3D sont mal localisés et où la trajectoire fait donc référence, ce qui peut être le cas dans les zones périurbaines ou rurales, où des erreurs de l'ordre du mètre sur les emprises sont possibles. Alors que la réception du GPS n'est presque pas perturbée, ce qui garantit une précision subdécimétrique de la trajectoire. Donc là, on a un modèle 3D original, notre vérité terrain, et le modèle 3D qui a été fortement perturbé. Voici les données laser et modèle 3D après recalage, en utilisant la méthode de Gauss-Elmert. Maintenant, si on trace les distributions des résidus normalisés par type d'observation, ce qu'on constate, c'est que les moyennes sont proches de 0, les écarts-types sont toutes inférieures à 1, et les intervalles de confiance comprises entre -3 et 3. Donc la simulation 3 sur les façades. Donc ceci simule un cas où les écarts entre les façades réelles et les saisies manuelles sur les façades sont importants. Donc ce qui peut être le cas sur certaines typologies de villes où les toits débordent de beaucoup sur les façades. Donc là, on a un modèle 3D où les façades ont été fortement perturbées le long de leur normale. Ici, on a les données laser et modèle 3D après recalage. À noter qu'il arrive parfois que les façades qui n'ont pas été appariées ne sont pas entrées dans le processus de recalage. Donc maintenant, si on trace les distributions des résidus normalisés par type d'observation pour la simulation 3 sur les façades, ce qu'on constate, c'est que les moyennes sont proches de 0, les écarts-types toutes inférieurs ou proches de 1, et les intervalles de confiance comprises entre -3 et 3. Donc maintenant, simulation 4 sur les bandes. Donc ceci simule un cas où la distance des éléments de la façade à son plan porteur varie beaucoup le long de la façade. Donc ce qu'on peut dire sur la simulation 4, c'est que le recalage conjoint des données est optimal. Elle est équivalente au recalage fait sur les façades de bâtiments qui ont été fortement perturbées, puisque les bandes sont des parties de façade. Et comme pour les façades, les bandes qui n'ont pas été appariées ne sont pas entrées dans le processus de recalage. Donc maintenant, si on trace les distributions des résidus normalisés par type d'observation, ce qu'on constate, c'est que les moyennes sont proches de 0, les écarts-types toutes inférieurs ou proches de 1, et les intervalles de confiance comprises entre -3 et 3. Maintenant, simulation 5, donc avec des écarts-types les plus réalistes possibles. Donc ceci simule un cas le plus réaliste possible et dans lequel aucun des deux types de données n'est significativement plus précis que l'autre. Donc pour la cinquième simulation, ce qu'on peut dire, c'est que le recalage est correct, mais pas optimal. La méthode en fait recale les données à l'intersection des intervalles de confiance des observations du modèle 3D et du nuage de points laser. On peut rajouter aussi que les façades et les bandes qui n'ont pas été appariées
ne sont pas entrés dans le processus de recalage. Et également, si un bloc de bâtiment est apparié à quelques points laser, celui-ci ne peut se déplacer qu'en direction de ces uniques points, comme illustré sur la figure. Maintenant, si on trace les distributions des résidus normalisés par type d'observation, ce qu'on constate, c'est que les moyennes sont proches de 0, seulement pour les façades et les bandes, mais on constate un biais sur l'ensemble des distributions. De plus, le test de Shapiro-Wilk nous indique que la distribution dans le cas de la trajectoire dans la direction Y ne suit pas une loi normale. Donc toujours la même explication, les positions successives du véhicule ne sont pas indépendantes. Maintenant, conclusion sur les expériences virtuelles. Donc, nous avons évalué la propagation des incertitudes en recalant un modèle 3D et un scan de cartographie mobile présentant le même niveau de détail. Grâce aux nombreuses expériences, les incertitudes fournies par la méthode sont donc consistantes avec les erreurs observées. Les erreurs observées sont toutes comprises dans des intervalles de confiance -3 sigma, 3 sigma. Donc lorsque la trajectoire est faiblement perturbée, on a une distribution des erreurs qui est gaussienne. Et lorsque la trajectoire est fortement perturbée, on a des distributions qui ne suivent plus une loi normale et présentent des biais. Donc voilà, c'est ce que je dis ici. Lorsque les incertitudes sur la trajectoire du véhicule sont très fortes, les distributions des résidus normalisés entraînent des biais, voire une non-normalité des données. Maintenant, conclusion et perspective. Donc pour conclure, on a développé une méthode générique pour ajuster simultanément un scan de cartographie mobile et un modèle 3D de ville, en travaillant sur des jeux de données complètement contrôlés. On peut ajouter que c'est une thématique importante nécessaire pour effectuer de la fusion d'informations et améliorer les bases de données existantes. Quelle innovation importante? Ça a été surtout la gestion des incertitudes à tous les niveaux de la chaîne de traitement. Donc la modélisation des incertitudes permet de combiner l'information de localisation de chaque jeu de données à recaler de façon optimale et à fournir des incertitudes sur le produit final. Donc les différentes évaluations permettent de garantir que les erreurs soient bornées dans un intervalle de confiance -3 sigma, 3 sigma. Les principales limitations, donc comme on a vu, les covariances sur les positions successives du véhicule de cartographie mobile entraînent un biais, voire une non-normalité des données lorsque la trajectoire est fortement perturbée. Néanmoins, ne pas prendre en compte les covariances sur la trajectoire entraînerait une trajectoire en forme de dent de scie et une trajectoire non lisse. Donc il y a aussi l'orientation du véhicule, donc il est nécessaire d'avoir une bonne orientation du véhicule. Ouvrir la méthode aux véhicules de cartographie mobile ne remplissant pas ce critère est complexe. Il est difficile de faire la distinction entre une légère rotation et une légère translation. On peut également parler du manque d'informations. Ici, nous avons utilisé seulement les façades de bâtiments pour se recaler en planimétrie, mais on pourrait très bien ajouter de nouvelles informations pour recaler les données en altimétrie en sélectionnant les primitives de sol sur les données. On peut utiliser d'autres entités, et notamment des entités ponctuelles comme les arbres, les feux de signalisation ou les poteaux. Dans les perspectives, ce serait bien d'utiliser des jeux de données avec différents niveaux de détail, comme par exemple en utilisant les travaux de Monnier et de Desmanquet. L'objectif final, c'est bien sûr de tester et évaluer la méthode de recalage conjoint en utilisant sur des données réelles. Donc comme je l'ai dit, l'ajout de nouvelles entités améliorerait significativement la qualité du recalage. La gestion des gros volumes, donc certaines étapes pourraient être parallélisées pour diminuer les temps de calcul. Donc, en sachant que l'étape d'appariement des données est l'étape la plus coûteuse en temps. L'utilisation de points d'appui connus dans la réalité est détectable dans les nuages de points laser. Et enfin, on pourrait très bien aussi adapter notre méthode d'acquisition autour des blocs de bâtiments pour apporter
plus de contraintes et plus d'informations à la méthode d'optimisation qui est la méthode de Gosselmert. Il est également envisageable d'adapter la méthode en utilisant des bases de données différentes, type référentiel à grande échelle, cadastre, etc. Et la méthode pourrait être adaptable au domaine aérien, à condition bien sûr de disposer des mêmes métadonnées que nous, comme la position du capteur, temps d'acquisition, incertitude, etc. Donc je finirai cette présentation par une phrase d'Alain Séjourné. Sans l'incertitude, l'aventure n'existerait pas.